Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Il m'a fallu beaucoup d'années pour vomir toutes les saletés qu'on m'avait enseignées sur moi-même. James Baldwin. Je suis Aminata Bléa Sangaré et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Tout le monde passe sur le trône, le podcast où tout le monde a la même valeur. Vous découvrirez, je donne la parole à des invités qui ont décidé un jour d'écouter plus leurs envies et moins leurs peurs. Je vous souhaite une bonne écoute. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Alors, nous sommes à Rennes. Podren, Podren, plus exactement, effectivement. Et une fois n'est pas coutume, je vais faire l'introduction devant mon invité. Habituellement, vous n'êtes pas là quand je fais l'introduction. j'enlève mon casque. Écoute, moi j'ai envie de te présenter François. Je ne sais plus depuis combien de temps on se connaît, mais ça fait un moment que j'ai envie de te faire passer sur le trône. Et yes. Donc je suis très contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Et j'avoue que sans le savoir, tu as contribué à beaucoup de choses dans ma vie. Oula. Ouais, je vais te dire tout de suite pourquoi. Positivement, j'espère. Positivement, bien évidemment. Mon parce divorce, que... c'est toi. non, je suis pas allé jusque-là. Mais j'ai vu la vie différemment grâce à toi et d'autres personnes, bien évidemment. Mais tu as contribué pour plusieurs choses. Déjà, on va en parler tout à l'heure, mais tu as une vie sur scène. Je vais pas la dévoiler maintenant, mais on va pouvoir en parler après. Tu as une vie sur scène et cette vie sur scène a fait que moi, je suis venu te voir plusieurs fois, mais pas toi directement. En fait, ce que moi j'ai aimé de ton travail dans un premier temps, c'est ta façon de mettre en lien et en lumière les personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Et j'ai aimé ta façon de voir les gens et de les montrer et de montrer leurs compétences au monde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché dans un premier temps. Okay. Et en tant que public, ce que j'ai aimé, et tu as fait ça à un moment où dans ma vie, j'avais besoin d'être vu, reconnu, pour avoir l'impression d'exister, à chaque fois que je venais au spectacle que tu présentais, parce que tu avais des cartes blanches à vitrer à l'époque au Centre culturel, tu me reconnaissais, tu disais que tu m'avais reconnu, et tu me parlais devant d'autres personnes. Donc tu me donnais une espèce de visibilité, pas pour le côté je voulais être une star, mais tu m'avais vu. Je suis reconnaissable. Et voilà. Et ça a été quelque chose d'assez important pour moi, qui m'a permis de me sentir légitime sur plein de choses. Donc je te remercie pour ça. Il n'y avait même pas à en douter. Ouais, je te l'avais pas dit avant ça, mais ça c'était hyper important pour moi déjà. Un moment très intime, mais en public. Et la chose, donc je te disais, moi j'aime le lien dans la vie. Je me définis comme une personne de lien, et ça c'est vraiment très très important pour moi. Les gens qui sont capables de s'oublier pour mettre en lumière les autres. Donc ça c'est vraiment une de tes forces également. Pour parler plus exactement plus précisément de toi, j'ai aussi envie de dire que moi j'ai vu une évolution. Alors on a parlé de capillaire, de physique, peu importe, mais aussi dans ta façon d'être. Bon, t'étais un menteur, un mytho 2.0, et t'as décidé désormais d'être enfin toi. Professionnellement. Professionnellement, bien évidemment. Il va pouvoir en parler. Mais aujourd'hui, on va pouvoir discuter un petit peu de qui tu es, plus exactement, parce que tout le monde ne te connaît pas. Et j'espère qu'après ça, les gens auront envie d'en savoir un peu plus sur toi. Et je vais te demander maintenant, si tu veux bien, de te présenter à ta manière, de la façon dont tu aimerais qu'on te présente dans une bonne émission de télé ou de radio, si tu devais faire ta bio. Qu'est-ce que tu dirais? Déjà, je m'appelle François Martinez. Voilà. Je répète 3 fois le nom, c'est obligé, parce qu'en dessous, les gens ne retiennent pas les noms et c'est compliqué. C'est un peu le concept de Beetlejuice. J'ai 45 ans aujourd'hui, très assumé, j'en suis très heureux de ces 45 ans. J'ai effectivement un parcours un peu large, on s'est connus sur plein de facettes. Actuellement, moi je suis humoriste, comédien, chroniqueur, auteur pour radio et scène. Donc ça c'est le quotidien de ma vie et qui est cool aujourd'hui. J'ai effectivement fait 7 métiers différents, dont un très longtemps en parallèle du spectacle qui était ostéopathe. J'étais ostéopathe pendant 12 ans entre Vitré et Rennes. Et effectivement, il y a 12 ans, sur un coup de tête, j'ai tout vendu du jour au lendemain pour ne faire que du spectacle et en vivre aujourd'hui relativement confortablement. Et effectivement, j'ai eu la chance de croiser beaucoup de gens sur mon chemin et d'en bénéficier encore aujourd'hui, d'amitiés qui sont nées juste de gens croisés. Et voilà,
C'est une façon de se résumer. C'est toujours difficile de se résumer soi-même parce qu'on. C'est pas tellement un résumé, une présentation. En tout cas, je trouve qu'effectivement, tu as déjà balayé plein de choses. Donc, à des moments, ça fait du bien à des personnes avec tes mains. C'est ça. Là, du coup, c'est avec ta bouche. Dit comme ça, on va aller un peu plus loin. Ostéo, vous voyez bien, hein, on Grosse travaille carrière dans le X. Mais oui, du coup, c'est peut-être le 8e métier. Alors, c'est une anecdote, mais effectivement, la seule proposition de rôle qu'on m'ait jamais faite pour le cinéma, c'est dans un porno pour Dorsel. Et c'est devenu un sketch sur scène. Et du coup, t'as refusé? J'ai pas refusé, c'est en attente. Ça va être tourné. Alors c'est un rôle habillé, hein, je précise pour les gens, c'est de la figure. Hein, mais même moi j'ai été déçu en fait. Elle m'a vexé, ma pote, en me disant c'est un rôle habillé, détends-toi, tout va bien. Et dans les scènes de transition, je me putain, même elle a évalué que j'étais pas assez bon pour être à poil. Et en fait, mais c'est marrant de se dire que c'est des gens qui sont considérés comme des gens annexes d'un art. Qui sont les plus aptes à faire confiance à des gens qui n'ont pas de compétences spécifiques à un moment en fait. Et ça c'était agréablement surprenant de se dire bah ouais, avant d'être reconnu par une espèce d'intelligentsia, il faut d'abord passer par les chemins de traverse. Mais voilà, donc oui, je sais même plus pourquoi on est arrivé à parler de ça, mais parce qu'on parlait de tes mains et de ta bouche. Mes mains et de ma bouche. Voilà, ouais. Donc effectivement, mais même avant, j'ai encore cette compétence, j'étais magicien. Et effectivement, j'ai toujours échangé quelque part avec mes bouches et ma main. Donc, ma bouche et mes mains. Ah ouais, parce que j'allais dire, dis donc, j'ai singularisé et pluralisé pas du tout les bonnes choses. T'es bien doté. Putain, le mec, il est ostéopathe, il est pas calé en anatomie, quoi. De toute façon, tu n'exerces plus, non? T'as toujours quelqu'un dans ton entourage qui a mal quelque part. Donc, D'ailleurs. Ouais, voilà. Je suis à la retraite, mais je suis toujours cher. Alors, tu as effectivement parlé de tes différents métiers. Moi, j'aimerais bien quand même que tu nous expliques comment tu as fait pour en arriver là. Parce que, bien évidemment, on a l'impression qu'il y a quelque chose de linéaire et bim, bim, j'ai vendu, je suis devenu ci, je suis devenu ça. Oui. Mais comment déjà, t'es devenu magicien d'abord, hein? Non, alors l'histoire, elle a commencé très tôt. Je suis un fils unique, donc très égocentrique de principe. Et mes parents m'ont fait faire du théâtre à 6 ans, théâtre amateur, pour me dire voilà, il y a des gens autour de toi, communique avec les gens autour de toi, on n'est pas le centre du monde. Je suis tombé tout de suite amoureux de ça. C'était à Rennes, ça s'appelait La Courte Échelle, et j'ai fait de 6 à 18 cette école amateur de théâtre, avec de l'impro et tout dedans. Et en parallèle, à 14 ans, je découvre la magie, et je découvre une deuxième passion. Et en fait, j'ai toujours mélangé les deux. Et à partir de mes 18 ans, j'ai commencé à en vivre, pas professionnellement parce que c'était pas un revenu fixe, mais j'ai commencé à m'intéresser à ça beaucoup plus. Et en parallèle, j'ai commencé mes études d'ostéo et pendant 6 ans, plus l'ouverture du cabinet, etc. Mais le spectacle a toujours été en fond de toute ma vie. Mais c'est vrai qu'à 17 ans, 18 ans, quand il faut arriver au bac, moi je voulais être vétérinaire et en fait, il me manquait 1 point pour faire l'école de véto. Et je me suis retrouvé dans une école d'ostéo parce qu'à la base je voulais faire une école de théâtre, le conservatoire. Et mes parents m'ont dit fais peut-être un taf qui peut te garantir une porte de sortie au cas où. Et en fait c'était pas plus con qu'autre chose. Mais t'as été obéissant parce que t'aurais pu dire bah non je veux pas. Peut-être que le manque de confiance en moi à l'époque fait que je me suis dit peut-être si mes parents ils le sentent pas, il y a peut-être une raison et tout. Et voilà, et en fait la vérité est arrivée beaucoup plus tard, quoi. C'est-à-dire que le moment où il a fallu faire un choix, c'était il y a 12 ans, donc à 33, 34, où là tu te dis j'ai quoi à perdre à part pire je perdrais ma baraque, un truc comme ça, mais il y a rien de vital, quoi. Je perds pas un organe au passage, quoi. Ouais, enfin, t'as eu ce courage-là. Mais effectivement, tu as, pendant longtemps, fait les deux en parallèle. Donc, ouais, j'ai toujours fait. Le spectacle a toujours habité ma vie, mais j'ai fait plein de métiers différents. Mais l'ostéo, c'est celui que j'ai fait le plus longtemps en parallèle. Le risque quand même, c'était aussi de craquer à un moment donné sur l'un ou sur l'autre, parce que ostéo, pour y être allé, c'est des journées assez denses. Ah oui, faut pas oublier que pendant presque 20 ans, j'ai bossé quasiment 7 jours sur 7, j'avais pas de vacances. Parce que mes vacances, c'était les tournées, c'était tout ça. Et oui, mais j'ai aucun regret sur quoi que ce soit dans ma vie, quoi. Alors c'est le moment où on va mettre une petite pause. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Alors, tu dis que tu as toujours aimé, à partir du moment où tu as fait du théâtre, cette façon de communiquer finalement avec les autres. Là, quand tu regardes, alors tu as 45 ans, on peut faire une espèce de petit bilan.
sans chanter des marrons. Je l'ai fait le bilan. Tu l'as fait le bilan. Et d'ailleurs, on va en parler. Je pense que c'est aussi ce qui fait que t'es sur ton nouveau spectacle. Ouais. Est-ce que, à un moment donné, tu t'es dit, c'est impossible, et il y a quelque chose que tu vis aujourd'hui où tu te dis, finalement, c'est impossible que je pensais ne pas jamais vivre. J'y suis. Alors moi, c'est marrant parce que tu sais, j'entends la citation que tu as faite d'Anthony Robbins. Moi, j'ai jamais eu de rêve particulier. C'est-à-dire que j'ai jamais rêvé d'être comédien, j'ai jamais rêvé d'être acteur, j'ai jamais rêvé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours émerveillé à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape qui s'ouvre. Et c'est à chaque fois qu'on fait un bilan d'année en année, c'est-à-dire que quand tu démarres une nouvelle année, pour moi, c'est les saisons. Donc septembre c'est la nouvelle saison. Souvent, tu te fixes des nouveaux objectifs pour ce qu'on a à faire dans l'année. Et souvent, tu as l'impression que les objectifs sont les projets à venir sont les mêmes. Mais c'est quand tu regardes l'année écoulée, tu te dis putain, ah ouais, quand même sur l'année dernière, j'ai fait ça. Ouais, là, on est déjà à un stade au-dessus. Et en fait, c'est quand tu regardes derrière, tu te dis ah ouais, je suis quand même arrivé à un stade assez haut, mais c'est pas des rêves que j'avais. Mais ce qui fait que aujourd'hui, des fois, je dis aux gens, quand on a des conversations, puis à un moment de la conversation, les gens ils disent ah mais t'as fait des trucs? Tu dis, bah oui, j'ai quand même été résident pendant plus de 4 ans au Point Virgule, j'ai joué au Palais des Glaces, j'ai joué à l'Olympia, j'ai fait une tournée internationale, alors quand j'ai international, francophone, c'est-à-dire que j'ai découvert que j'étais international à partir du moment où tu vas en Belgique, en Suisse, t'es international. Allez pas imaginer que j'ai fait Vegas quand même. Mais en fait, tu dis putain, il y a ça, il y a 2 ans, j'étais pas encore sur la chanson, maintenant je suis sur la chanson en tant que chroniqueur et auteur. Là le spectacle il y a beaucoup de trucs qui arrivent et tu te dis, et en fait à chaque fois ça s'est fait naturellement, donc j'ai juste l'impression que je passe une nouvelle étape, mais c'est juste du bonheur à chaque fois. Et moi j'ai jamais poursuivi ce rêve là en fait. Jamais je me suis dit plus tard je serai un mec drôle ou un humoriste ou un truc reconnu ou quoi que ce soit. Il y a pas une salle où tu te dis tiens je vais absolument en faire là? Alors il y a ça, maintenant je peux le dire, il y a pas longtemps, c'est tout quand on parle du hasard des rencontres. Je suis un geek infernal et sur Instagram, je discute avec un mec qui est régisseur à Avignon en même temps que moi je joue. Et le mec, il fabrique des bornes d'arcade. Et en fait, c'est le lien qu'on a fait. Putain, on a discuté pendant des heures de bornes d'arcade et tout. Et un jour, le mec me dit, bon, quand tu seras au Point Virgule, il faut quand même que je vienne te voir et tout. Et je sais que un soir, il y a un mec qui m'attend à l'entrée du Point Virgule et je dis aux gens, vraiment, je suis désolé, il faut que j'emmène ma fille au train, on est à la bourre et tout, j'ai pas le temps de discuter. Et le mec m'écrit en me disant, bah écoute, c'était Dom, j'étais là et tout. Je dis putain, le mec avec le chapeau, c'est toi? Il me dit ouais. Je dis bah je t'avais promis un verre si tu venais. Quand est-ce qu'on le boit? Il me dit t'as 2 possibilités, soit on le boit demain, soit c'est dans 2 mois. Je dis bah demain. Il me dit bah écoute, rendez-vous à telle adresse et on va boire un verre. Et quand j'arrive, en fait, je suis à l'arrière des Folies Bergères à Paris et il me dit bah vas-y viens, je t'emmène et je vais te faire visiter. On est en train d'installer un spectacle de Maxime Gasteuil. Et je te fais visiter vite fait comme ça et tout, j'ai ma pause. Je dis bah vas-y. Et en fait il me fait visiter et au début je lui dis quand même un moment, je fais mec ça serait quand même bien que tu ailles bosser parce que là ça fait une demi-heure qu'on tourne dans le théâtre et il y a un moment ça va se voir que tu fous rien sur ta pause. Il fait non mais t'as pas compris, moi je suis le directeur technique des Folies Bergères donc je fais un peu ce que je veux. Et il me dit mets-toi au milieu de la scène et en fait cet enfoiré il m'a fait vraiment des lumières incroyables et quand tout s'est éteint et que la lumière s'est allumée j'ai fait ok. Être là. Quand le nouveau spectacle sera en place, on sera aux Folies Bergères. Ça, c'est la première fois de ma vie où je pose une exigence à ma production en me disant cette salle-là, on la fera dans les 2 ans. Ok, t'as ressenti un truc ce jour-là avec les lumières, tout ça. Ah ouais. Puis le contact, j'imagine aussi avec le. Bah en fait, c'est juste d'un coup, il y a eu un silence qui s'est fait et tu sais, c'est les rares moments où tu dis ouais, je suis à ma place, il y a un truc là. Et c'est la première fois de ma vie où je dis ouais, ça fera partie des conditions dans le contrat qu'on a signé. Et ça, c'était quand ça? C'était il y a moins d'1 an, ça. Ok. Bah écoute, moi, je suis allé voir Francis Cabrel. Ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent mon amour. Voilà. Il a fait plein de choses depuis. Faut arrêter de le réduire à cette chanson. Mais parce on l'a réduit aux choses qu'on aime. Francis Forever. Bon, en tout cas, moi, je viendrai te voir aux Folies Bergères avec grand plaisir. On va. Oui, je viendrai te voir avant parce qu'effectivement, tu gardes un amour pour la Bretagne. Je suis rennais, moi. Voilà, j'ai grandi dans le quartier, c'est-à-dire que vraiment. J'ai déjà joué un spectacle dans ce lieu. Ouais, c'est marrant. Et moi, j'ai travaillé. Il y a 20 ans, la première fois que j'ai travaillé quelque part, c'était ici. Donc bon, bref. En tout cas, la boucle est bouclée d'une certaine façon. Et tu joues au Bacchus en mai.
Je joue du 6 au 10, le rodage du spectacle. Ouais, du 6 au 10. Donc moi, je viendrai te voir à ce moment-là. Donc effectivement, Plaisir. j'aurai l'occasion de te revoir. Mais Folies Bergères, clairement, je garde la chose en tête. Moi aussi. Tu viens de dire que tu n'avais pas forcément de rêve ni d'attente, Ouais. mais tu avances un peu comme voilà ton intuition, peut-être aussi les rencontres te le permettent. Est-ce que tu es quand même capable aujourd'hui de dire que tu es très fier ou fier de quelque chose, que ce soit en rapport avec ta vie pro ou perso ou voilà, je sais pas, hier tu as réussi à ouvrir une boîte de cassoulet et t'es content, ça peut être ça aussi. J'ai été réduit à de la bouffe. Globalement, j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait. Parce que si le chemin avait été différent, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis relativement heureux. Parce qu'on peut pas dire qu'on est à 100% heureux de tout, mais je suis très bien à ma place. Et si ça s'était passé différemment, je serais pas là. Et est-ce que je serais plus heureux, moins heureux, je sais pas, et je m'en fous en fait. Globalement, je suis heureux de tous les choix qui ont été faits, qu'il y en ait qui a été douloureux ou pas. Mais ils définissent ce que je suis aujourd'hui et pour moi c'est fondateur quoi. Donc globalement je suis heureux de tout, des erreurs, des choix, des bons choix, des doutes, des peurs. Mais est-ce que ça te rend fier? Parce qu'on peut être heureux, mais... je suis fier aujourd'hui de là où je suis. Je peux pas dire que je suis fier de qui je suis parce que c'est un peu égocentrique. Mais je me sens bien dans ma peau, à ma place et dans mes projets en tout cas. Pourquoi tu dis que c'est égocentrique? Je sais jamais. Enfin, moi, j'ai toujours estimé que c'est pas à nous de dire si on est des gens bien ou pas, parce que sinon c'est facile. C'est pas de dire que t'es quelqu'un de bien, c'est de dire que t'es fier de toi. Pour moi, c'est pas la même chose. C'est vrai. Oui, c'est tout. Méditation. C'est très juste en fait. Tu médites sur. Mais tu sais, j'ai 2 ans d'avance sur toi. Voilà, donc, dans l'âge, elle vient de donner son âge, alors qu'elle ne les fait pas. Donc du coup, tu pourras effectivement méditer. Je suis fier. Ouais, je suis fier de qui je suis aujourd'hui, je pense. Ah ouais, j'ai pas trop honte de qui je suis. Moi, je suis fier de toi aussi. T'as vu, j'ai été négativisé la phrase au lieu de dire je suis fier, j'ai dit j'ai pas trop honte. Ouais. Mais ça, c'est un biais qu'on a tous et toutes, et c'est important, je trouve, de parfois se poser sur ça. Et tu parles justement de toi, de comment tu te vois. Donc moi, j'aimerais que tu nous parles de ton nouveau spectacle, parce que je t'ai dit que tu étais effectivement un menteur, un mytho, et que tu étais enfin toi maintenant. Ouais. On parlait effectivement d'un spectacle, mais du coup, ça s'inspire quand même de bout de ta vie. Tout ce que le nouveau spectacle, c'est ma vie. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler? Ok, alors en fait les 2 anciens spectacles, je jouais un magicien avec un biais où on avait une vraie narration et c'était un spectacle de divertissement. Le nouveau spectacle, c'est la première fois que j'écris seul depuis 15 ans un spectacle et globalement j'y raconte le changement des 2 dernières années qui m'ont amené à être seul à l'écriture, à faire plus du stand-up qu'avant et à écrire différemment. Et puis en même temps le mûrissement de ces 2 années et le bilan de mes 45 ans, c'est-à-dire ma vision des choses aujourd'hui et je pense que c'est la première fois où je parle clairement de moi et non plus dans un but juste de divertir, mais j'espère que les gens partiront avec des choses positives pour elles, ou enfin, en tout cas des petits éléments de réflexion. Donc on verra un peu. Mais ce spectacle qui s'appelle Enfin moi, c'est parce que pour moi ça fait 2 ans que je suis à peu près en adéquation avec qui je suis et plus dans la recherche de quelque chose. Donc ça, c'est plus agréable déjà. Ouais. T'avais besoin de passer par ça, mais alors du coup, ça va être quand même drôle. Ah bah oui, j'ai pas le choix. Non, c'est ça qui est le plus drôle, c'est de se dire comment est-ce que je peux aborder des sujets difficiles ou contraignants du parcours de vie ou de trucs de la vie, tout en restant extrêmement drôle, parce que c'est quand même une attente. C'est-à-dire quand les gens viennent voir un spectacle d'humour, il y a un moment tu veux te marrer quoi, c'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait du fond, mais si c'est pas drôle, t'es pas venu là pour ça. Donc oui, j'ai toujours une écriture, en plus mon écriture a un peu changé avec le temps, donc on est sur un humour un peu plus trash, un peu plus noir qu'avant, parce que je l'assume et j'ai moins peur du jugement et des retours extérieurs. C'est-à-dire que si ça convient pas aux gens, ça convient pas aux gens, c'est pas grave, c'est pas moi qui juge, c'est mon travail. Et donc oui, ça a été un peu une forme de libération d'écrire un peu différemment et de se livrer, mais je sais pas faire, comme je ne savais pas faire de la magie sans faire de l'humour, je ne sais pas parler de moi sans faire de l'humour. C'est la meilleure façon de désacraliser des choses et de pouvoir les exposer au monde sans que ce soit trop violent quoi. Donc tu vas parler en tant qu'homme
blanc. Cisgenre, Cisgenre, quadra. ouais, je suis l'ennemi à combattre et à abattre. Donc, quand on a conscience de ces défauts, moi je trouve que c'est important d'en parler. J'en parle dans le spectacle. Je parle alors, de beaucoup tant de est que ce soit un défaut, mais en tout cas un privilège c'est pas un défaut, que tu as. c'est un état. Voilà. Et je fais avec ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est marrant d'essayer de dire mais non, mais je suis pas comme ça. Si, je suis ça. C'est-à-dire que c'est même pas un fait de choix de vie, c'est défini par ma génétique. Je suis un homme blanc, mais ce qui est marrant, c'est d'avoir que les gens, t'as beau, parce que t'as la peau blanche, mais c'est-à-dire que moi j'ai quand même un père qui est pied noir, donc qui est issu de l'immigration et d'un mode de vie. J'ai des grands-parents qui sont, mes 2 grands-parents paternels sont espagnols pure souche, donc moi je suis quand même un enfant de ça aussi, qui ont fui un régime franco pour aller en Algérie française pour être un peu plus libre. En fait, t'as quand même un parcours, c'est-à-dire que ta couleur de peau ne définit pas quelque chose de précis. Mais elle m'apporte un privilège incroyable dans une société où la majorité des gens autour de moi ont la même couleur de peau. C'est-à-dire que c'est un peu pareil, tu vois. Et puis, et d'être un homme aussi dans un quand même un monde plutôt patriarcal. J'ai énormément de privilèges. Mais le but est de montrer que tant qu'à avoir des privilèges, autant s'en servir pour exprimer des choses à des gens qui peut-être n'auraient pas le privilège de pouvoir s'exprimer aussi aisément. Mais ça, tu le fais pour ceux et celles qui auront envie d'aller voir ta page Instagram, sans être, j'allais dire, dans un militantisme forcené, mais tu vas toujours aller apporter un regard quand même sur ce que tu vis. Ouais. Alors déjà dans ton émission, dans ta chronique sur Rire et Chanson, tu abordes toujours des sujets de société et on va dire que peut-être pour certains tu serais comme un islamo-gauchiste. Ouais. Comme j'ai eu souvent ce commentaire-là en bas des chroniques quand elles sont diffusées, je suis une sale gauchiasse. Mais je m'en contre-fiche. J'allais dire un autre mot. J'allais dire un autre mot, je m'en branle, mais en fait, c'est parce que j'ai un appareil génital externe plutôt efficace. Mais non, vraiment, oui, c'est ça. C'est Rire et Chanson nous quelque part nous impose pour les chroniques de la matinale. On doit traiter de l'actu, c'est-à-dire de l'actu qui se déroule en ce moment ou qui va se produire ou que les gens peuvent identifier. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aller sur des trucs trop niches. Mais forcément, quand tu portes un regard sur les trucs, tu les portes avec ta culture. Alors moi, j'ai été issu d'une culture de gauche et plutôt humaniste. Forcément, ça se porte. C'est-à-dire que, mais je m'étais privé de l'actualité parce que pour moi, c'est anxiogène. Depuis 2 ans, c'est mon quotidien. C'est-à-dire que c'est mon feed Instagram a vraiment évolué. Avant, j'avais quand même beaucoup de femmes dénudées, voilà. Et aujourd'hui, j'ai de la bouffe, des chats et de l'actualité. Donc j'ai plutôt un profil Instagram sain, mais je me bouffe de l'actu en permanence. J'ai des alertes en permanence. Et c'est un enfer, quoi. De se dire, tous les jours, t'as que des infos qui tombent et tu te dis, putain, il faut faire un truc drôle avec ça, mais il n'y a rien de drôle. Donc, faut aller chercher. Mais effectivement, les grands retours que j'ai des gens, parce que les gens ont plus facilement tendance à te critiquer qu'à te dire que ce que tu fais, c'est bien. Donc, les retours négatifs, vraiment, que j'ai sur les trucs, c'est ça. Je me fais quand même souvent traiter de gauchias, de défenseur des immigrés et tout. J'en suis fier. Voilà. Là, tu me demandes si je suis fier, je suis très fier. Ouais. Mais et tu les lis toi à chaque fois tous les commentaires ? Ouais, parce qu'en fait, si tu as un commentaire et que tu réponds, ça nourrit l'algorithme d'Instagram ou de YouTube, etc. Et ça te donne de la visibilité. Donc les gars, éclatez-vous. Ouais. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, rien de matin quasiment. Lâchez-vous, puis moi je vais être pire dans mes réponses. Donc, tu dis quoi alors justement quelqu'un qui... Je vais dans le sens des gens, ça les déstabilise le plus possible. Un mec qui dit que t'es nul, tu fais putain mais t'as tellement raison. Il sait plus quoi répondre. Tu lui as coupé l'herbe sous le pied, quoi. Tu niques son cerveau, c'est-à-dire que tu chantes une pattern et c'est tellement drôle de voir un mec qui fait non mais c'est pas ça que je voulais dire mais toi quand même tu les oblige à développer un peu, quoi. Puis ça ils savent pas faire, quoi. Mais c'est le meilleur truc à faire, hein. C'est si tu t'énerves contre quelqu'un, il se dit putain j'ai gagné et il enchaîne alors que quelqu'un qui te dit en fait t'as tellement raison, t'as raison, je vais vraiment changer pour la prochaine fois. Il dit tu vois, j'ai bien fait de te le dire. Il se sent utile. Puis il te remet un deuxième commentaire. Donc tu refais un commentaire, algorithme nourri.
Et finalement, être en service. Mais c'est comme même ça que si on sait que malheureusement, toi tu le vis comme ça et j'en suis contente pour toi. Parce que j'ai l'âge de pouvoir le vivre en disant mais je m'en il y a fous, des gens à qui ça fait beaucoup de mal effectivement. Donc si vous pouvez envoyer du love dans vos commentaires, c'est mieux, parce que ça nourrit l'algorithme aussi ça. Puis, vous avez vu, je réponds à tout le monde. Profitez-en, j'ai pas de vie. Ouais, ça c'est pas vrai. T'as une vie bien chargée, mais effectivement tu prends le temps de répondre et ça c'est vraiment cool. Tu viens de parler de toi et de dire qu'effectivement tu avais évolué, tu avais envie quand même de présenter le nouveau toi. Ouais. On en a parlé tout à l'heure en off, c'est beaucoup de travail, parce que effectivement ton précédent spectacle, ça fait donc tu faisais 8 ans. Ça fait le précédent spectacle, je l'ai joué pendant 8 ans, j'ai joué presque 1100 fois maintenant. On arrive sur une fin de vie de ce spectacle, il va y avoir une petite fin de vie assistée tranquille. Il nous reste une dizaine de dates dans des grosses salles, comme ça on va lui faire bien honneur à ce spectacle. Et le nouveau effectivement démarre. Alors quand je dis démarre, il a été joué que 4 fois jusqu'à présent. Et les dates qui vont arriver, c'est le rodage Aix-Oix, Rennais, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir fait la plus grosse arnaque de ma vie. On a déjà vendu 75 dates d'un spectacle qui n'était pas écrit il y a encore un mois. Ah ouais. Et c'est là que tu te dis, bon, les gens font confiance quand même. Ta notoriété aussi quand même qui commence à... Voilà. Même si je pense que 100% des gens qui sont dans cette salle ne savent absolument pas qui je suis. Non, mais après, voilà, ça va être l'occasion. Mais je suis un mec gentil, je suis un mec gentil. Mais oui, sinon et je fais des blagues trash. Tu serais pas là. Et moi d'ailleurs, comme t'es gentil, j'ai envie de t'offrir quelque chose. Alors je me fais de l'autopromo, mais en même temps, comme je te vois, j'en profite. J'aime bien. Parce S'il que n'est pas signé, je te défonce. Je vais te défoncer. Je vais le signer après. Oh là là. Tu fais ce que tu veux. Je vais te défoncer en retour. Il se passe beaucoup de choses dans ce style. On a parlé de bouche, voilà, ça nous a un peu excité. Et en fait, quand j'ai découvert le sujet de ton nouveau spectacle, oui, tu m'en as parlé, ouais. Et ben, ça m'a vraiment touché et donc moi je te présente ma façon à moi de m'être présenté au monde et d'être devenu enfin moi. Et si l'audace c'était d'être soi-même. En tout cas, voilà. Donc je suis Aminata. J'ai un livre. Je vais te le signer après effectivement. Est-ce que je suis obligé de le lire sur le trône? C'est le seul livre. Non, ça va aller. Parce que sinon, elle a une thématique commerciale incroyable. On va faire ça dans la rue, où tu veux. Mais en tout cas, je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir présenter des choses différentes. Et comme sur les caméras. Et moi, j'aime bien le fait que tu sois honnête dans ce que tu présentes. En fait, je pense que à partir du moment où tu n'es pas sincère dans ce que tu fais, les gens le ressentent. Alors, tu peux écrire des vannes qualitatives sans avoir besoin d'une honnêteté incroyable. Mais là, par exemple, en parlant de sujets dans le spectacle, il y a des potes qui me disent « Ouais, c'est cool, t'as abordé tel sujet, mais on aimerait que tu le développes un peu plus. » Et je dis « Mais pour moi, c'est compliqué de le développer, parce que si je le développe, il faut que j'invente. C'est pas des choses que j'ai vécues. Et pour l'instant, j'ai encore cette difficulté-là d'aller défendre des trucs qui sont pas ancrés. Mais pour moi, ce spectacle, c'était ça. C'était le moment où tu dis, bon, ok, pour la première fois de ma vie, je vais arrêter de me cacher derrière des choses, dont la magie qui a un peu disparu du spectacle. Elle est toujours un peu là, mais qui était une espèce de cape de protection avant. C'est-à-dire que pour moi, la magie, c'est si j'étais pas drôle, c'était pas grave. Je te faisais un tour de magie, tu partais satisfait et quelque part, le contrat était rempli. Mais ça me permettait d'avoir moins l'obligation d'être drôle. Et là, sur ce spectacle-là, tu te dis, ok, pendant 1h15, va falloir débiter, quoi. Mais c'est cette quête un peu du moment où tu dis allez, on va être sincère et les gens ils veulent ça en fait, les gens ils s'en foutent. Si tu racontes des histoires, ça veut dire que t'es n'importe qui et n'importe qui aurait pu le faire. Pour moi, un spectacle, personne doit pouvoir le jouer à ta place. Okay. Même si ton texte est génial, si on commence à pouvoir le jouer à ta place, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. Ouais, on n'est pas interchangeable. C'est ça. L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Ivan Lendl. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Te prends pas la tête, tout le monde Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Alors, ça a l'air facile quand on est dans tes baskets. D'ailleurs, est-ce que tu as des baskets aujourd'hui, peut-être des Converse? Toujours. Non, c'est pas des Converse. Je suis Adidas ou Nike, j'avoue. Mais... Allez, on a fait de la pub. Une troisième marque. Ah ouais, il y a Crocs. C'est ça. Que je mettrais pas. Ah bon? Moi, j'ai des Crocs avec des Snoopy. Ah oui, non, mais c'est juste, moi, c'est une question de personnalité. C'est-à-dire que mes pieds ont honte quand ils sont dans des Crocs. C'est-à-dire que c'est eux qui me parlent en me disant, mec. Tu vas pas nous faire ça. Ça fait une pédicure, mais pas des Crocs, quoi. Non, j'ai toujours des baskets, ouais. Okay. C'est marrant parce que les gens me disent, ouais, c'est les mecs de 45 ans, ils s'habillent comme des mecs de 20 ans pour pas faire leur âge. Je dis, bah non, c'est juste que je m'habille de la même manière depuis que j'ai 20 ans et c'est juste que comme les cycles de la mode, c'est à peu près 20 à 25 ans,
Toujours à la mode. Je en fait, je reviens dans la mode. Mm. Putain, ils font chelou et tout, quoi. Mais, ouais. D'ailleurs, je me suis fait défoncer par mes enfants parce que j'avais trop de choix de couleurs. La règle des 3 couleurs. Et ils m'ont dit, t'as du orange sur tes chaussures, t'as du bleu sur ta casquette, t'es machin. Mais elle vient d'où cette règle à part de Christina Cordula? Ouais, mais tu sais, c'est comme les 3 couleurs dans une assiette. Tu te rends compte qu'il c'est pas faux quand même. Il y a un moment... Mais moi, je m'en fous, hein, oui, totalement. C'est-à-dire que j'ai un miroir chez moi, je sais pas quoi il sert. Vous voyez bien. On est raccord sur les couleurs, c'est ça qui est mignon. On s'était pas donné rendez-vous sur notre tenue, voilà. Alors du coup, je disais, donc toi, tu te sens bien dans tes baskets. Ouais. Mais est-ce que t'es un humain quand même comme la plupart d'entre nous? Ça t'arrive de te dire, aujourd'hui, vas-y, je lâche tout, j'en ai marre? Ah oui, ça m'est arrivé par cycle. Même si j'ai l'air aujourd'hui, j'ai absolument pas confiance en moi, toujours pas. Et ça, c'est juste qu'à un moment, où tu te dis, ok, j'ai pas confiance en moi, mais apparemment des gens me font confiance. C'est qu'il y a des raisons. C'est-à-dire que, alors, mon producteur me fait confiance humainement parce que c'est un mec génial, mais je pense que si un mec qui te met de la thune sur toi, il te fait confiance, c'est qu'il estime qu'il y a peut-être un truc à faire. Donc déjà, tu te dis, ok, si lui il a confiance pour un bise, on peut partir là-dessus. Puis après, tu as des gens qui te font des retours positifs. On a beaucoup de mal, enfin, je pense humainement, mais pas forcément, en tout cas artistiquement. On a toujours surpris des retours positifs. T'as toujours l'impression de pipote un peu, alors que dès qu'un mec te dit qu'un truc n'est pas bien, tu fais putain, il a tellement raison. On devrait faire pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on devrait écouter les avis de tout le monde. Mais je me dis, si moi j'ai pas assez confiance, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui ont suffisamment confiance pour d'eux, et c'est cool. Donc tu te dis, donc tu peux lâcher ton cerveau. Mais il y a des gens, où tu te lèves le matin, tu te dis, j'ai pas envie d'écrire, ça me fout, ce que je fais c'est nul, c'est à chier, je suis toujours à la bourre. Et c'est compliqué d'avoir... on peut pas être à 100%. On est dans une espèce de société qui nous demande d'être souriant tous les matins et de transparaître la joie de vivre, alors que c'est pas impossible, il t'arrive tellement de trucs dans ta journée. C'est une anecdote très bizarre. Comme j'avais des horaires un peu particuliers, j'emmenais toujours mes enfants à l'école le matin. Donc je faisais partie des mamans qui prennent le café. Parce que je me suis rendu compte que j'étais le seul papa à faire ça. Et tous les matins, c'était ça va. Et moi, j'ai toujours eu à peu près la patate. Donc je dis, ça va super bien et tout, quoi. Et à une fête de l'école, une maman de ce groupe-là, qui avait un peu bu, elle me dit, en fait, t'es saoulant parce que tous les matins, t'as trop la pêche, c'est chiant, c'est pas possible d'avoir la pêche et tout. Je dis, c'est-à-dire que, est-ce que je suis obligé d'exposer au monde le fait d'avoir un mal-être? Non, c'est pas nécessaire. J'en parle avec les gens qui font partie d'un cercle intime à qui je peux dire aujourd'hui ça va pas. Et aujourd'hui j'hésite pas à dire à mes proches aujourd'hui j'ai pas le moral, quoi. Et les jours où j'ai pas le moral, je fous rien. Parce qu'on a besoin de recharger des batteries. Moi je suis insomniaque, donc déjà je dors 5 heures par nuit. Mon cerveau il fonctionne tout le temps. Donc il y a des moments où tu es obligé de lâcher prise et tout. Mais le problème, c'est que quand tu es dans un métier un peu comme ça, les jours où tu fais rien, quand la journée se termine, tu culpabilises à mort en disant putain, j'ai perdu une journée de taf où j'aurais pu faire tellement de trucs. Quand tu fous rien, c'est-à-dire que tu fais rien par rapport à ton travail, mais tu ne fais rien du tout? Bien, tu regardes la télé? Tu me mets un plaid, un bouquin, une série de télé, une boisson chaude, je peux hiberner. Je fais partie des rares personnes où le confinement, c'est très bizarre. Les 3 premiers mois, après c'était l'enfer. Mais les 3 premiers mois de confinement, c'était génial. Je comprends. C'était génial. Moi, ça va pas l'air comme ça, mais je suis un ermite, donc c'était pas mal. Ouais, moi j'ai réappris à aimer mon côté ermite. J'ai été longtemps sans rien faire les week-ends. Ouais. J'ai appris à faire des choses dans la semaine et les week-ends. Et en fait, je me suis rappelé que j'aimais ovérer. Enfin, vraiment, je peux passer une journée entière dans mon canapé et j'ai un jardin et ne pas sortir. C'est-à-dire quelquefois je rentre le vendredi chez moi et je ne ressors pas de ma maison avant le lundi matin. Moi, j'ai des compteurs de pas, tu sais, les applications pour essayer de perdre un peu de poids. J'ai un compteur de poids avec des objectifs et c'est un enfer parce que tu vois les pics et les jours où je fous rien, c'est là vraiment où je suis resté chez moi, même à écrire, à travailler. Quand tu regardes en fin de journée que tu as fait 350 pas, t'as été aux toilettes, quoi. Waouh, mais l'enfer, quoi. J'ai fait quoi? J'ai pas. Et il y a un truc qui était terrible parce que je suis consommateur, comme je suis insomniaque, je consomme beaucoup d'émissions pourries et tout. Et j'ai un bonbon en ce moment qui est la chaîne TLC, qui est un enfer de. TLC. C'est l'enfer. Hein. Ne regardez jamais TLC, c'est un gouffre. C'est quoi cette chaîne? Je connais pas. C'est une chaîne qui en fait diffuse que des produits américains, c'est-à-dire des bonnes émissions où on n'a pas du tout les mêmes conceptions de création. C'est-à-dire que je pense qu'ils n'ont pas les mêmes psys qui valident les candidats. Chez nous, ils passeraient jamais.
Et t'as des émissions, t'as des gens qui sont en surpoids de ouf, et le mec il lui dit écoutez, votre objectif aujourd'hui c'est de faire au moins 75 pas. Et en tête tu fais 75 pas, mais c'est-à-dire que waouh, ok, non ça va, ma vie est bien. C'est-à-dire que si pour eux survivre c'est faire au moins 75 pas, faut que j'arrête de me plaindre. Et en fait t'apprends à relativiser avec plein de trucs comme ça. Donc, quand des fois tu fais 75 pas, c'est pas beaucoup. Eux c'est 75 pas dans leur journée, sinon ils meurent. Bon, ça va, je suis un mec bien en fait. Je fais du sport quelque part par rapport à ces gens. Mais c'est dur. Ouais, mais quand tu dis que t'es insomniaque, alors c'est quoi la définition d'insomnie? Parce que comme tu dors 5 heures quand même, est-ce que c'est pas juste je dors, besoin que de 5 heures? J'ai des phases de réveil à l'intérieur parce que j'ai été un coup de feuille plutôt longtemps et j'ai une blague. Voilà, ça c'est un enfer. Ça, des fois tu travailles avec, t'as une idée de vanne que tu cherchais depuis 3 semaines et ne faites jamais ça s'il y a des gens créatifs dans la salle. C'est-à-dire souvent tu te dis je m'en rappellerai, je vais me rendormir dessus, je m'en rappellerai forcément tout à l'heure. Non, parce que tu as une formulation qui arrive à un moment, parce que ton cerveau, il shut. Donc maintenant, j'ai toujours un carnet à côté de mon lit ou mon téléphone, et j'ai des notes dans mon téléphone, j'ai un truc de notes, etc. Mais ton cerveau, en fait, il continue son travail pendant la nuit, et quand tu es dans des phases avec des échéances, il fait ça. Et en fait, c'est devenu une habitude, mais je suis même pas fatigué, j'ai même pas de fatigue, mais globalement, je m'endors vers 2 du mat', et je vais avoir des phases de réveil dans la nuit. Comme là, je suis un peu plus apaisé depuis 1 ou 2 ans, je m'endors comme une masse. Et par contre, j'ai des micro-phases de réveil, et puis des fois, je vais être debout d'un coup à 6, et puis c'est parti, quoi. C'est fini, quoi. La journée, on l'attaque. Petit café, petit déj. Ok. Mais c'est pas une souffrance, moi, c'est pas une pathologie, quoi. D'accord. Ouais, quand tu parles d'insomnie, il y a des gens qui en souffrent. Moi, c'est fini, ça, ouais. Ouais. Et je me disais, alors donc tu disais tout à l'heure que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher, donc ou en tout cas de rien faire. Donc c'est quoi ton ingrédient magique? T'appelles quelqu'un, tu vas faire quelque chose, tu traînes? Alors non, j'appelle personne. Ça, par contre, c'est un grand défaut. J'ai toujours appris à gérer mes problèmes seul et je les gère seul. Je me dis juste, allez hop, sur la journée, je fous rien. Je fais une sélection de séries ou vraiment un truc, mais c'est vraiment le truc où tu te dis je vais me cocooner en fait, je vais m'occuper de moi, je vais prendre une douche plus longue, je vais me poser un peu plus confortablement, faire un masque, mais vraiment en fait je fais ça, j'ai vraiment je m'en fous, enfin tu vois, j'ai des rituels beauté tranquilles, je vais cuisiner énormément, c'est des journées où je peux par contre aller faire juste les courses et je peux passer ma journée à faire la bouffée quoi. Et voilà. Ouais. C'est mes trucs. Mais non, c'est des gens où par contre je peux ne communiquer avec personne de ma journée. D'accord. Ouais. Mais ça veut dire que les gens t'appellent, tu décroches pas? Je fais le strict minimum social pour dire que je suis en vie. Mais c'est tout quoi. J'ai parlé au démarrage de ta façon de mettre en lumière les personnes. Donc tu as fait pas mal de cartes blanches. Ouais. C'est des choses que tu continues de faire? Alors le projet s'arrête avec Argentré du Plessis. On avait fait en fait ça faisait 12 ans qu'on faisait ça. La ville de Vitré et d'Argentré m'ont fait un cadeau incroyable, c'est qu'ils m'ont offert une carte blanche dans leur saison culturelle pour faire découvrir l'humour au plus grand nombre de gens. Donc on faisait des spectacles avec des places à 10 €, comme ça c'était accessible financièrement pour tout le monde. Et c'était 3 cartes blanches par an, et globalement moi ce que je faisais c'est que je faisais venir des potes à moi, donc qui étaient tous des artistes émergents. Et c'était marrant à l'époque de se dire je faisais venir mes potes il y a 10 ans à Vitré pour 10 balles et on galérait, et tous ces mecs-là aujourd'hui font des Olympiades, des Zéniths, tout ce que tu veux. Et donc je me dis c'était cool, et on m'a souvent reproché, on me dit mais pourquoi tu ne te programmes pas toi-même, parce que en fait j'avais beau avoir une carte blanche de la part de la ville, c'est moi qui produisais avec mes fonds propres en fait, avec mon argent, tout. Donc quand il y avait personne dans la salle, ça sortait de mes poches. Mais je m'en fous en fait. On avait un projet, c'était l'occasion de voir mes potes, on bouffait ensemble, on jouait dans des belles salles et voilà, et ça a toujours été ce mécanisme de tant qu'à avoir des opportunités, autant en faire en profiter un max de gens autour de moi. On se dit toujours peut-être un jour il y aura le retour, et j'ai eu des potes où oui j'ai toujours le retour actuellement, mais pour moi c'était naturel de me dire qu'en plus t'as pas confiance en toi, tu te dis toujours que tes potes sont plus drôles que toi, donc autant mettre des gens plus drôles que toi sur scène. Ça rassure, mais non c'était cool. Et donc là c'est juste que déjà à Vitré ça s'est arrêté parce qu'il y a une politique culturelle qui a changé sur Vitré, qui était on privatise, donc on ne donne plus d'aide, on ne donne plus d'argent parce que nous on avait gardé le format associatif pour promouvoir les spectacles et produire les spectacles, et pareil à Argentré du Plessis ils sont partis sur le même mode de fonctionnement, c'est on fait des coupes budgétaires, et qu'est-ce qu'on fait? On fait sauter
Alors que j'aurais dit, mais vous faites des coupes budgétaires sur des spectacles qui ne vous coûtent pas d'argent. Bah oui. Oui, bon, pas grave, c'est pas grave, on fera des projets ailleurs et je monte des projets. Maintenant, je monte plutôt des projets avec des potes à Paris parce que je suis parisien maintenant, mais on part sur d'autres dynamiques, mais il y aura toujours ça. Ouais. Oui, mais c'est dommage, du coup, effectivement, nous, on perd l'opportunité en étant, en tout cas, en dehors de Paris. Alors, je vais faire un aveu, on a beau avoir offert cette opportunité-là, les gens n'en venaient pas beaucoup plus. On avait quand même une belle fréquentation, mais on était loin de remplir les salles. À Vitré, on remplissait systématiquement. À Vitré, moi, j'étais Quand on est passé à Argentré, il y a eu cette difficulté de passage. On a quand même perdu des gens dans le trajet. Mais là, on peinait à remplir parce qu'en fait, les gens ne font plus l'effort de venir découvrir des artistes émergents. En fait, ils veulent des trucs sûrs. C'est-à-dire qu'ils donnent, même pour 10 balles, ils te disent, ouais, enfin bon, on veut être sûr que on rigole. Argent, Viens voir en fait. Puis au pire, tu rentres chez toi, t'as perdu 10 balles quoi. Et par contre, t'as des gens qui aujourd'hui te disent, on a eu, vous vous rendez compte, on a quand même vu Elodie Pou, Jérémy Crédville, des trucs où ils étaient pas connus et tout. Je dis oui, c'est normal, c'était mes potes, on jouait ensemble, donc ils venaient pour rien. Et j'ai eu cette chance-là en fait. Tous mes potes venaient pour, on s'en bat les couilles de l'argent, viens on joue, on est ensemble. Mais oui, moi j'en ai découvert plein comme ça grâce à toi. Est-ce que tu sais, on a dans nos vies, on rencontre des gens quelquefois qui sont agréables et sympas, d'autres qui le sont moins, mais parfois ils ne font pas forcément exprès, et ça peut créer des blocages. Je te donne un exemple. Moi, à un moment de ma vie, j'étais en formation, j'allais devenir assistante sociale, enfin j'espérais en tout cas l'être, et la personne que je voyais juste 15 jours avant de passer mon diplôme d'État m'a dit mais vous parlez trop vite, ça va pas le faire, les gens vont pas vous comprendre. Et c'est la première fois de ma vie que j'entendais ça, j'allais avoir 21 ans, et ça m'a créé un blocage que je n'avais pas imaginé, à tel point que même avant d'avoir mes enfants, je me disais faut que je trouve quelque chose. À l'époque elle m'avait dit faites du théâtre, je sais pas, apprenez à gérer votre débit, enfin voilà. Et je me suis dit mais faire du théâtre c'est dans 15 jours le DE, le diplôme d'État, je vais pas pouvoir apprendre aussi rapidement à gérer ça. Et quand mon premier enfant est né, j'ai appelé une orthophoniste pour apprendre à parler moins vite. Et bon, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de raison, parce que finalement, je savais m'adapter, enfin bref. Mais c'est resté un blocage longtemps. Le podcast, quand je l'ai créé, m'a aidé aussi à combattre ce blocage-là. Mais en fait, quelquefois, il y a des gens qui, soit sont importants dans nos vies, parce que ce sont des parents, des amis, ou quoi que ce soit, ou des gens qui viennent à un moment important de notre vie dire quelque chose qui va laisser une espèce de lame de fond comme ça. Est-ce que tu as eu la malchance ou quelqu'un comme ça qui te vient en tête, et tu parlais de manque de confiance en toi parfois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont glissé ce fruit Enlever le parfois. J'ai voulu atténuer, tu vois. Je voulais créer un nouveau message positif. Le plus gros exemple que j'ai là-dessus, c'est la France a un incroyable talent. Ils sont venus me chercher pendant 5 ans, et puis finalement, au bout de 3-4 ans, on se dit allez, on va vivre l'expérience, je vais y aller, etc. Et ils viennent te chercher en te disant on aime ce que vous faites, on veut absolument que vous fassiez la même chose à la télé. Ok, super, génial, on a une belle opportunité, mais disent voilà le cahier des charges de ce qu'il y a à faire pour votre passage. Et tu te dis ouais, mais le cahier des charges il correspond absolument pas à qui je suis. Oui, mais c'est la condition pour que vous passiez à la télé. Bon bah ok. Et puis pendant 2 ans, on a essayé de passer les castings avec des potes et tout. On a écrit pas mal de trucs pour Incroyable Talent, et à chaque fois, ouais, ça manque de magie, ça manque de machin, ça manque de trucs, putain. Et moi, je me suis retrouvé au bout de 2 ans dans une situation d'échec en me disant putain, mais je ferai jamais de télé parce que je suis incapable de répondre à la demande qu'il y avait dans la télévision. Je suis nul, et j'en étais arrivé au stade où c'était en plus période de confinement et tout. Je me dis je vais arrêter. Voilà, je suis pas fait pour ça. Je vois tous mes potes qui sont en train de péter à droite à gauche et d'exploser, et pas moi. Et en fait, la nana me rappelle et je dis non mais arrêtez de me faire. Enfin cette année-là, je dis bon, on laisse tomber. Et l'année d'après, il me rappelle en me disant etc. J'ai arrêté de m'appeler en fait. Je viens de comprendre un truc, c'est que vous ne me voulez pas vraiment. C'est-à-dire que j'ai essayé de me plier constamment à une image qu'on essayait de m'imposer et qu'on demandait, parce qu'en fait, eux, ils voulaient vendre un produit qui était de la magie, donc il fallait qu'il y ait de la magie toutes les 15 secondes, etc. Et moi, je sais pas faire ça. Vous me dites 2 minutes 30, je vous ferai 2 minutes de texte et il y aura peut-être 15 secondes de magie à la fin, mais ça, c'est moi. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai cherché à être quelqu'un d'autre qui correspondait à un produit d'appel, et j'en étais arrivé à la situation de c'est moi qui suis mauvais. Alors qu'en fait c'est juste que non, il ne me voulait pas, et c'est fou parce qu'après ils disent oui, enfin bon, effectivement vous n'êtes pas fait pour ce qu'on veut et tout. Et là, après avoir fait le parcours des 2 dernières années à écrire la chanson, le Jamel, les passages Olympia, les passages point virgule et tout, ils reviennent me voir en me disant ouais mais on veut que vous fassiez la même chose et tout. Et c'est la première fois où je dis à des casteurs de trucs, je dis non. Voilà. Ouais. Non, vraiment. Là, c'est bon. En fait, c'est vous qui n'êtes pas fait pour moi. C'est le moment où tu te dis. Mais moi, j'en étais arrivé sur cette histoire de casting d'Incroyable Talent. C'est, je suis nul.
je n'arrive pas à faire ce qu'on attend de moi, et donc j'arrête. Et en fait, le moment où tu te dis, mais en fait, non, c'est juste, ok, je corresponds pas à ce truc-là, mais il y a pourtant d'autres gens qui aiment ce que je fais aujourd'hui. Et oui, pareil, quand tu vas jouer dans un comedy club et que tu fais un plateau, on est 5, 6 artistes, les gens ils viennent, ils savent absolument pas qui ils vont voir, et peut-être que sur ton passage, ce soir-là, tu vas faire rire 10% de la salle. Mais au moins les 10% de la salle, c'est pas que t'auras déplu à la salle, c'est juste que les 10% il y avait que 10% de la salle à qui tu correspondais. Mais ces 10% de la salle correspondront à 100% de mon public. Donc j'ai tout gagné en fait. Et surtout, il faut comprendre que quand les gens te jugent, ils te jugent selon leurs critères. Et ils jugent ce que tu proposes, mais pas toi, en fait. C'est-à-dire que donc faut relativiser pas mal de trucs. Mais oui, ça a été un des trucs où puis ça a été dur. Hein, c'est dans les entourages des gens avec qui je travaillais qui te disent tu vois, tu feras jamais de télé, laisse tomber, on fera autre chose, tu feras une petite vie de carrière en province. C'est horrible, hein, ces phrases. Province. Oui, je suis provincial, bonhomme. Mais oui, je comprends totalement ce truc de. On essaie de se corriger alors que finalement, quand on est soi-même, les gens, ceux qui aiment ce que tu proposes, ils seront là en fait. Oui, et puis ça fait que du coup, il y a des moments où tu te sens pas à la hauteur parce que tu te dis, en fait, j'ai pas réussi à atteindre ce truc qu'on attend de moi. À un moment où effectivement on a envie de voir tout le monde à la télé et finalement les humoristes, on peut les voir dans plein. C'est comme la personne qui s'attendait à ce que tu parles moins vite. C'était son envie à elle. Elle avait besoin d'entendre quelqu'un qui parlait moins vite. Mais il y a plein de gens qui sont ravis d'entendre des gens qui parlent trop vite, trop fort, trop long. Écoute, pensez à le dire alors parce que la plupart du temps on me dit mais tu parles trop vite. Non, j'essaie, je me corrige quand même, mais j'arrive à. Mais en fait moi par exemple plus je suis fatigué, plus je parle vite. Ouais. Donc, mais tu articules bien, donc tout va bien. Super, merci. Donc j'ai réussi le casting. Allez. Tu me prends. Est-ce que t'as une phrase, donc le titre du podcast c'est Tout le monde passe sur le trône. Donc moi c'est vraiment la phrase qui m'a permis à un moment donné et que je pouvais dire à certains amis. En gros à la base c'était plutôt tout le monde fait caca quoi. Arrête de te prendre la tête. Ouais. Même Vanessa Paradis, je le dis souvent, hein, je rends hommage à Vanessa Paradis que j'aime plus que tout. Elle fait caca aussi, ça me rassure aussi de me dire que quelquefois elle doit galérer, voilà. Et dans ces cas-là, je peux être très très trash. J'imagine la gastro, j'imagine voilà la constipation, des images tout dans la ça. tête des gens, c'est une angoisse. Mais c'est très bien. Désolé pour les gens qui n'aiment pas ça, mais quelquefois je trouve que ça permet de remettre les gens sur un pied d'humanité et te dire qu'on a tous et toutes la même valeur. Donc c'est vraiment, c'était ça que j'avais en tête. Est-ce que toi tu as soit un leitmotiv ou quelque chose qui te permet de te rappeler que même s'il y a des fois, je recommence, tu as moins confiance en toi, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent de dire attends vas-y, je vaux autant que je sais pas Brad Pitt? Bah écoute, déjà, j'ai arnaqué personne. Mais non, dans les motos un peu qu'on peut avoir pour se pousser, je pense que il y a une des phrases, c'est à vouloir plaire à tout le monde, on finit par plaire à personne. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il faut déjà se plaire à soi-même. Ce qui est compliqué en fait, juste d'être dans l'acceptation. Ça c'est une première étape un peu compliquée, mais en fait, c'est le moment où tu arrêtes de te comparer globalement. C'est soulageant. C'est-à-dire que je ne veux pas être meilleur qu'un tel ou pire qu'un tel ou comme un tel. C'est juste, ok, moi je veux aller là, comment je fais pour aller là c'est-à-dire que si des gens le font, c'est que c'est jouable. C'est-à-dire que c'est pas un truc inatteignable. Maintenant, quel chemin moi je peux emprunter? Et des fois, on est trop pressé, on est trop jaloux, on est trop dans la comparaison et l'envie. Et il suffit d'enlever ça et de se dire ok, moi ça je veux le faire, je vais juste faire attention à écraser le moins de personnes possible sur mon trajet. Moi ça c'est un truc qui est très important pour moi. Ça c'est comme les gens t'as un bouquin qui existe qui s'appelle Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. C'est la pire connerie de la terre pour moi, etc. Pourquoi parce que être gentil c'est pas un défaut. Ah oui. C'est une vérité. Je veux dire, t'as plein de gens qui disent ouais mais toi t'es trop gentil, donc les gens forcément ils vont faire, tu vois, ceux qui ne vont pas hésiter, tant pis en fait. C'est-à-dire que le jour où moi j'aurais besoin de faire un bilan, je serais très content de mon truc à mon coin. Ouais. Mais la gentillesse, effectivement, c'est encore un autre sujet. Et puis la gentillesse pour toi et pour moi, je pense que c'est ça, c'est pas la même. C'est pas forcément la même chose. Et tout à l'heure, en t'écoutant, tu parlais d'une forme de transmission finalement quand tu faisais venir les autres artistes et à qui tu donnais ces cartes blanches. Et je me demandais, est-ce que tu penses donner des cours? Je donne des cours. Tu donnes des cours? Ouais. Ah, tu vois, je savais pas ça. Je suis prof à l'école du One Man Show en tant qu'auteur, en écriture de sketch. Ouais, il y en a plusieurs. C'est un business. Ça, à partir du moment où tu as un business à faire,
les mecs, ils vont chercher tous les business autour. Et c'était intéressant. C'est la première année où je le faisais. Ils sont venus me chercher pour former des gens à l'écriture de chroniques et radio et télé et à comment puncher des textes, etc. Et en fait, c'était très compliqué. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que je vais faire qu'une année. C'est que je suis pas scolaire. Je me rends compte qu'en fait, qu'on leur apprend des techniques d'écriture en leur disant, voilà, si tu suis la règle de 3, la règle de machin, etc., tu peux écrire un sketch. Et en fait, je me rends compte qu'à aucun moment, on leur apprend à être qui ils devraient être. Et on leur explique la réalité du quotidien. C'est-à-dire moi, je vais partir, ils sauront écrire des chroniques de radio, mais ils sauront pas ce que c'est que de devoir se lever, devoir écrire avec des délais très courts, avec des trucs imposés, ce que c'est qu'un quotidien, ce que c'est que d'être machin. Et je trouve que ça manque un peu de ça, voilà, parce que c'est très facile en fait d'écrire un livre en disant voilà comment écrire des blagues. Il suffit de prendre ça, tout existe sur Internet, hein, donc tu compiles, tu fais un bouquin et t'as l'impression de savoir. On est sur 1 minute, c'est ça ? Allez, on conclut, c'est la conclusion. Il y a quelqu'un qui nous a dit le 1 comme ça avec le doigt, qui l'a mis sur sa bouche, qui veut dire chute dans 1 minute. Bon, en tout cas, je savais qu'avec toi, j'aurais le plus bavard de la Terre. Ouais, mais je suis bavarde aussi. J'aurais toujours envie de te poser des questions, mais on va continuer autrement. Merci en tout cas. C'est un plaisir. Merci aussi à Podred de nous accueillir. Voilà, vous êtes des amours. Merci aux gens qui sont restés dans cette salle. Putain, on a triplé l'effectif dans la salle. C'est ça. Et on va finir sur le petit générique de fin. Vas-y, c'est toi, c'est ton émission. Tu dis au revoir comme. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Merci. Vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cet épisode. Merci. Merci d'avoir pris ce temps. Je vais pas vous demander grand-chose. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez prendre un peu de temps pour me faire un retour sur les réseaux sociaux, sur mon adresse courriel, peu importe. Choisissez l'endroit qui vous plaira le mieux. Vous pouvez également faire un retour à l'invité. Ça fait toujours plaisir aux invités de recevoir des commentaires sur ce que vous avez aimé de leur parcours. Et ce que vous pouvez faire, c'est écouter l'épisode qui suivra. À bientôt. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, le monde t'appartient.